Le sifflement persistant est assourdissant, presque autant que le bruit de l'explosion qui a retenti quelques secondes auparavant. Le détective scrute autour de lui, plissant les yeux à travers la poussière qui brouille sa vue. D'autres silhouettes titubent, perdues dans la confusion. D'autres sont paralysés par la peur ou essaient désespérément de retrouver Louis, redoutant d'être devenu sourd à jamais après l'explosion. Un ou deux se relèvent en titubant, sortent des décombres et s'enfuient aussi vite que leurs chevilles foulées le leur permettent, tandis que les autres n'ont pas la chance de pouvoir encore bouger sans aide. En quelques minutes, pompiers et ambulanciers dégagent les décombres et mettent les blessés à l'abri. Le détective s'assoit sur un parpaing et attend que tous soient pris en charge avant lui. Il a encore la santé, ce qu'on ne peut pas dire de tout le monde. Il parcourt la zone du regard, observant les débris et la destruction. Il sent déjà son cerveau s'activer, cherchant des motifs dans les décombres. Ses yeux parcourent les visages poussiéreux et stupéfaits des personnes prises en charge par les secouristes, cochant mentalement celles vues avant l'explosion. Il reconstitue une liste à partir de quelques secondes de regard, essayant de déterminer lequel d'entre eux a provoqué l'explosion. Le visage absent parmi ceux vus chez les baristas ce matin-là était sans doute celui qui avait fait cela. Le détective marmonne quelque chose pour lui-même à propos du fait qu'il n'aura jamais son café du matin. À peine quelques jours passent avant qu'une nouvelle explosion ne soit signalée. Cette fois-ci, c'est l'appartement de quelqu'un. Heureusement, une seule personne était à la maison et aucun voisin n'a été blessé. L'enquêteur fait partie des premiers arrivés sur les lieux, traversant la ville en toute hâte pour examiner le site de l'explosion. La fois précédente, il avait les oreilles qui bourdonnaient trop. Le choc d'avoir été si proche au moment de l'explosion brouillait tous ses sens, pourtant affinés au fil de décennies de métier. Aujourd'hui, il veut y voir plus clair. Son cœur se serre en constatant que l'équipe de déminage est déjà là. L'enquêteur ricane. Cette équipe de déminage ne devait pas être si compétente si elle arrivait après l'explosion. Pourtant, il ne se décourage pas. Il marche vers le ruban de sécurité croisé dans l'embrasure d'une porte dont la moitié inférieure, vestige d'une porte, tient à peine sur ses gonds. Boucler la zone pour la fermer au public n'arrêtera sûrement pas un représentant de l'ordre. L'enquêteur brandit son insigne au jeune agent de police qui monte la garde et proteste, ordonnant au plus jeune de le laisser passer. L'agent explique qu'il a reçu l'ordre formel de ne laisser entrer personne tant que l'équipe de déminage n'a pas réuni toutes les preuves. Jetant un coup d'œil à travers l'embrasure vide de la porte, l'enquêteur se surprend à lancer sèchement une autre question à l'agent. Mais qui est donc l'homme qu'on a déjà laissé entrer ? Une silhouette se tient dans les ruines de l'appartement, ses habits civils montrant qu'il n'est pas de l'équipe de déminage. Il observe la pièce en ruine, l'air mélancolique, pendant que l'équipe de déminage collecte des preuves médico-légales. L'officier explique du mieux qu'il peut, avec les informations limitées dont il dispose, que l'homme mystérieux est une sorte de consultant spécialisé. Il est arrivé avec une autorisation bien supérieure à tout ce que l'agent de police de la ville avait jamais vu durant sa brève carrière dans la rue. On l'avait averti que gêner cet homme constituerait un crime plus grave que de commettre un crime. Alors l'officier l'avait laissé passer, sans poser de questions. Ce n'était pas de son ressort. Le détective passe en trombe, la main de l'officier l'empêchant de franchir le seuil de l'appartement détruit. S'arrêtant net sans franchir le cordon, il interpelle le consultant. Il demande « Que se passe-t-il » 2 explosions dans la même semaine, ce n'est pas vraiment une situation normale. Le consultant ignore le détective, laissant ses questions flotter dans l'air, telles des particules de poussière captant la lumière du soleil dans l'appartement. Le détective est averti par le chef à son retour au commissariat, qui dit avoir reçu un appel de quelqu'un d'important sans révéler l'identité. Voyant son ancien partenaire nerveux et tremblant, le détective l'incite à révéler davantage sur la personne venue prendre la tête de l'enquête. Comment un consultant externe peut-il obtenir une telle habilitation ? Était-ce un fédéral, quelqu'un d'encore plus haut placé dans la hiérarchie des forces de l'ordre ? CIA, NSA, Pentagone ? Chaque question ne donne aucune réponse supplémentaire. Elle ne fait qu'agiter le chef au point qu'il est presque sur le point d'exploser. Le détective abandonne le sujet, mais ne compte pas l'oublier. Pas moins d'un jour plus tard, une nouvelle explosion secoue la ville. L'incident a lieu au rez-de-chaussée d'un immeuble de bureaux, brisant une fenêtre, mais sans causer d'autres dégâts notables. Et cette fois, le détective est prêt. Assis dans sa voiture à attendre, il fonce sur les lieux, arrivant même avant les premiers intervenants. Mais il ne sort pas pour être le premier à regarder. À la place, il attend, observant la scène alors que les policiers, les secouristes et les pompiers arrivent. L'équipe de déminage arrive peu de temps après, et bien sûr, avec eux se trouve le consultant. De loin, le détective observe. Il y a quelque chose d'étrange chez cet homme. Il est trop calme, comme si tout cela lui était ordinaire. Mais c'est plus que ça. Le consultant a l'air presque triste.
comme s'il avait déjà vu cela se produire auparavant, mais qu'il était abattu de savoir que cela s'est reproduit. Le détective attend. Dégager les lieux prend des heures, et quelques autres agents de police restent en garde pour empêcher les civils de s'approcher du site de l'explosion. Pendant tout ce temps, les yeux du détective restent fixés sur le consultant. Il veut savoir où il va aller ensuite pour pouvoir le suivre. Il suit le consultant en quittant les lieux, restant à distance pour ne pas être remarqué. Il doit juste attendre que la foule parte ou que le consultant aille dans un lieu plus calme, comme une ruelle. Voyant sa cible se frayer un chemin à travers la foule vers une ruelle étroite et tranquille, le détective saisit l'occasion et se faufile entre les passants qui arrivent en sens inverse. Il tourne au coin de la rue et tombe nez à nez avec le consultant. L'autre homme s'arrête, reconnaît le visage du détective en une fraction de seconde, puis se retourne pour s'enfuir. Le détective se lance à sa poursuite aussi vite que possible, les doigts tendus vers le manteau du consultant. Il l'attrape et fait trébucher le consultant. Il menace le détective, affirmant qu'il ne sortira jamais de prison pour s'être mêlé de l'affaire. Alors le détective réplique. Si c'est le cas, alors le consultant ferait bien de s'expliquer. Après tout, s'il est envoyé en prison, le détective ne pourra de toute façon rien dire à personne. Pendant un instant, le consultant semble réellement envisager l'idée. Puis il se présente sous le nom de Tarrant. Lorsque le détective lui demande ce qui cause toutes les explosions dans la ville, Tarrant lui donne une réponse directe. Chocolat chaud. Peu de détectives penseraient que le chocolat chaud puisse causer la mort. Peut-être si c'était empoisonné ou suffisamment brûlant pour être mortel. Mais même les meilleurs analystes médico-légaux du monde riraient probablement à cette idée. Mais encore une fois, dans leur domaine, ils n'ont jamais à faire face à la normale. Il existe des experts pour ce genre de cas. Il s'avère que SCP-5073 n'est pas une substance hautement toxique ni une anomalie existentielle causée par un fou manipulateur de la réalité. Cependant, il s'agit de chocolat chaud. Autant que l'on puisse en juger, rien ne le différencie d'une boisson ordinaire à base de poudre de cacao, si ce n'est l'effet qu'il a sur les gens. Rien ne différencie le SCP-5073 d'un chocolat chaud normal, et c'est tout à fait exact, car même l'emballage contenant cette boisson extrêmement chaude ressemble à celui de marques authentiques. Les sachets contenant le mélange de chocolat chaud en poudre anormale semblent avoir été glissés de façon presque intentionnelle parmi des marques populaires, peut-être pour tendre un piège mortel aux consommateurs. Des sachets ont même été retrouvés vendus dans des boîtes contenant d'autres sachets de marques légitimes de chocolat chaud. En règle générale, un sachet est vendu aux côtés d'autres sachets par ailleurs sans danger pour la consommation humaine. Les efforts de la Fondation pour remonter la chaîne de distribution se poursuivent. De nombreux agents sont encore actuellement infiltrés dans diverses entreprises responsables de la fabrication de poudre de chocolat chaud et de l'expédition de ces produits vers les points de vente. À l'heure actuelle, les cargaisons contenant SCP-5073 n'ont été découvertes que dans l'hémisphère occidental, selon un schéma de distribution d'un sachet de SCP-5073 pour 1 million d'unités de mélange de chocolat chaud normal fabriqué. La poudre ne montre aucune différence visible, mais elle peut être un peu plus collante et souvent donner une légère sensation de chaleur. Cependant, ces différences mineures semblent être restées inaperçues par ceux qui ont consommé SCP-5073 sans le savoir. Il faut être un peu fou pour toucher la poudre de chocolat chaud à main nue. Utilise une cuillère, espèce de barbare. La poudre à l'intérieur du SCP-5073 est, d'après ce que l'on peut voir, identique à la poudre de cacao utilisée dans d'autres boissons chocolatées. Cependant, lorsqu'on l'examine de plus près au niveau microscopique, il existe quelques irrégularités que le consommateur moyen ne remarquerait pas, mais qu'un chercheur de la Fondation SCP pourrait détecter. En particulier, les granulés du SCP-5073 sont étonnamment résistants, ce qui laisse supposer qu'il ne s'agit peut-être pas réellement de cacao, mais d'une autre substance qui n'a pas encore été identifiée. Et encore une fois, ils semblent également dégager une faible chaleur. La poudre de SCP-5073 réagit différemment des autres poudres à base de cacao lorsqu'elle est ajoutée à des liquides. Alors que normalement, le chocolat chaud en poudre est conçu pour se dissoudre dans du lait ou de l'eau si vous n'avez toujours pas retenu la leçon, le SCP-5073 ne le fait pas. Au lieu que les granulés se désagrègent comme on pourrait s'y attendre, ils restent ensemble. Ils restent en suspension sous la surface du lait, gardant la poudre anormale non dissoute hors de vue. Une fois immergé, SCP-5073 va alors exsuder un liquide qui semble avoir l'odeur, le goût et la couleur du chocolat, aromatisant le lait et le faisant passer du blanc au brun.
Cela donne une boisson contenant SCP-5073 complètement identique à une tasse de chocolat chaud classique jusqu'à en être indiscernable au goût par rapport à la véritable boisson. Ceux qui consomment SCP-5073 ne subissent pas une mort instantanée dès la première gorgée. En réalité, ceux qui dégustent une tasse chaude de cette boisson chocolatée atypique en profitent souvent. Peut-être même un peu trop. Les personnes ayant bu le SCP-5073 ont été signalées comme trouvant cette boisson exceptionnellement appétissante, et elles le décrivent souvent d'une manière étrangement similaire. Le choix des adjectifs semble toujours tourner autour de phrases telles que la boisson offre une explosion de douceur, une explosion de saveur, ou d'autres variantes exprimant la même idée. Ceci est également toujours considéré comme un facteur positif, et ceux qui ont consommé le SCP-5073 ne décriront jamais la saveur de cette boisson anormale comme étant trop forte ou écrasante, qu'ils apprécient habituellement ou non le chocolat chaud. Ils expriment également un autre effet secondaire inhabituel, à savoir le besoin compulsif soudain de boire davantage de SCP-5073 après leur première dégustation. Les analyses menées par les chercheurs de la Fondation ont indiqué qu'il n'y a aucune propriété addictive inhérente à la poudre, mais cela n'empêche pas ceux qui l'ont consommé d'en boire suffisamment pour utiliser tout un sachet de poudre, même si la quantité contenue permettrait de préparer plusieurs tasses. Ensuite, il y a les effets secondaires plus mortels. Se produisant normalement dans un délai de 2 à 3 heures après la consommation, une personne ayant bu le SCP-5073 explosera inévitablement. Non, ce n'est pas un euphémisme ni une tentative d'hyperbole, ils vont très littéralement exploser. Ce n'est pas simplement du chocolat chaud, c'est du chocolat chaud explosif. Selon les experts de la Fondation, les tests montrent que l'explosion se produit dans le système digestif du sujet. Les granulés de cacao qui restent intacts lorsqu'une personne boit le chocolat chaud infusé avec SCP-5073 vont rester en suspension à l'intérieur du sujet. Ces granulés maintiendront une concentration supérieure à la LI pour la poussière de cacao, soit la concentration minimale d'un gaz ou d'une vapeur pouvant exploser en cas d'inflammation. Cela laisse évidemment une personne dans un état particulièrement instable. La chaleur ou une flamme nue peut enflammer la poussière de cacao et provoquer une explosion. Bien sûr, cela ne pose pas vraiment de problème, à moins que quelqu'un ne soit un cracheur de feu professionnel de cirque et s'apprête à réaliser son numéro hautement inflammable après avoir bu une tasse chaude de SCP-5073. Ou plutôt, cela ne serait pas un problème s'il existait un moyen d'empêcher l'auto-inflammation des granulés. En restant au-dessus de leur concentration Li, les particules de SCP-5073 vont frotter les unes contre les autres à l'intérieur de l'estomac du sujet. Ces granulés sont capables de générer une friction suffisamment intense entre eux pour s'enflammer. Lorsque cela se produit, une explosion de poussière éclatera dans le sujet malchanceux avec assez de force pour faire exploser son corps. Le résultat est souvent très salissant. Étant donné l'ampleur de l'explosion causée par SCP-5073, la détonation peut également représenter un danger potentiel pour les bâtiments ou autres infrastructures à proximité, ainsi que menacer la sécurité des personnes présentes autour du sujet affecté. Donc, il vaut mieux se tenir à une distance de sécurité. Après examen des conséquences de ces explosions, les équipes médico-légales de la Fondation SCP ont déterminé que le liquide sucré produit en ajoutant SCP-5073 au lait est retrouvé parmi les restes du sujet décédé, étant donné que la détonation se produit généralement avant qu'une digestion complète ne soit possible. Eh bien, essayez donc de digérer quelque chose après que votre estomac et le reste de votre corps aient explosé. Cependant, il semble qu'après qu'une personne ayant consommé SCP-5073 ait expiré de façon explosive, toute la poudre restante disparaît par des moyens anormaux, ainsi que le sachet dans lequel elle était contenue. De plus, et c'est sans doute le plus inquiétant, une grande partie de la masse corporelle du sujet manque souvent dans leur reste, bien plus que ce qui serait normal après une explosion de poussière. Quelques points importants à noter afin de vous protéger du risque de consommer accidentellement SCP-5073. Premièrement, les instances de ce chocolat chaud anormal ne seront jamais, je répète, jamais servies avec des garnitures supplémentaires. Tout ce qui contient guimauve, crème fouettée, vermicelle chocolat ou multicolore, biscuits Graham ou leur combinaison peut être bu sans danger et c'est même recommandé. Deuxièmement, SCP-5073 restera inerte et non explosif, à moins qu'il ne soit mélangé avec du lait. Le combiner avec tout autre liquide ne le rendra pas dangereux. Si vous êtes intolérant au lactose, vous risquez moins une combustion soudaine due au chocolat chaud. De même, si la poudre SCP-5073 est laissée telle qu'elle,
ou si, pour une raison insensée, quelqu'un l'ingère telle qu'elle, elle restera inerte. L'ajouter au lait puis ingérer le mélange obtenu est la seule façon certaine de garantir la détonation. Depuis la première découverte des effets désastreux de SCP-5073, les analystes de la Fondation surveillent attentivement tous les rapports d'explosions humaines spontanées ou de personnes supposées être mortes à la suite d'une détonation interne. La Fondation enverra alors des agents pour mener des enquêtes secrètes afin de déterminer si ces décès ont un lien avec la consommation de SCP-5073. Si le chocolat chaud explosif est confirmé comme cause du décès, la Fondation publiera une version officielle adaptée pour garder l'information secrète. Le nombre de décès survenus au cours d'une période dont la durée a été caviardée est ce qui a initialement attiré l'attention de la Fondation sur le SCP-5073. Leurs agents infiltrés dans les forces de l'ordre et les services d'urgence remarquent plusieurs signalements de personnes qui explosent et lancent une enquête. La cause a rapidement été déterminée comme étant un chocolat chaud anormal. Cependant, en moins d'une semaine, les décès associés au SCP-5073 semblaient avoir cessé. Sans aucune poudre de cacao récupérée intacte, la Fondation considère le SCP-5073 comme neutralisé après 6 mois sans incident. Mais le chercheur Terence n'est pas convaincu. Dans un journal de recherche informel, Terence exprime sa vive inquiétude que cette situation n'est pas terminée. À ce stade, il n'existe aucune preuve physique du SCP-5073 à part les traces de chocolat chaud extrêmement sucré retrouvées parmi les cadavres laissés dans le sillage de cette boisson balistique. Ou plutôt, les bouts de cadavres éparpillés. Bien que ses collègues chercheurs semblent convaincus d'avoir déjà résolu le mystère du chocolat chaud explosif, Tarrant reste sceptique. Sur la base des preuves médico-légales d'une explosion de poussière et des témoignages sur le conditionnement du SCP-5073 dans des sachets identiques aux marques existantes, une hypothèse de travail a alors émergé sur la manière exacte dont les gens consommaient cette boisson mortelle sans le savoir. Selon cette théorie, un plaisantin inconnu aux propriétés anormales était responsable d'avoir glissé la poudre de cacao auto-inflammable dans le chocolat chaud vendu en magasin. La boisson semblait assez sucrée pour que la victime en boive jusqu'à exploser. Ces incidents avaient cessé seulement parce que ce farceur meurtrier s'était lassé. Cependant, le chercheur Tarrant affirmait que cette théorie était fausse. Il pensait que c'était une méthode bien trop élaborée pour éliminer des gens par explosion, et l'idée que cela soit l'œuvre d'un farceur dérangé ne tenait tout simplement pas la route. Bien qu'il soit conscient que toutes les anomalies ne suivent pas une logique, si quelqu'un avait conçu SCP-5073, alors cela devrait avoir plus de sens. Autant que le chercheur puisse en juger, il n'y a aucune logique à faire exploser des gens de cette manière. Avec cela en tête, Tarrant commence à tirer ses propres conclusions sur ce chocolat chaud explosif. Il a relevé des incohérences dans la théorie de la Fondation selon laquelle c'était l'œuvre d'un farceur. Le chercheur ne comprenait pas que cette personne se soit lassée et ait abandonné si facilement. Si ce soi-disant farceur craignait une enquête de la Fondation, il n'aurait sans doute pas commencé à faire exploser des gens au hasard. Tarrant se demanda si un facteur externe expliquait l'arrêt soudain des morts explosives. Le mois qui avait suivi la première semaine des incidents SCP-5073 avait été inhabituellement chaud pour une période aussi précoce de l'année. Un temps plus chaud signifie moins de personnes buvant du chocolat chaud, et le chercheur Tarrant pensait que si celui qui avait conçu le SCP-5073 avait tenté d'atteindre un certain quota de victimes, alors il y aurait moins d'opportunités avec la hausse des températures. La disparition des sachets gêne aussi le chercheur Tarrant. Si une personne pouvait effacer des preuves à volonté, pourquoi choisirait-elle une méthode aussi complexe pour faire exploser des gens? En parlant de preuves matérielles, pourquoi ne pas aussi faire disparaître les restes de la victime? C'est alors que Tarrant fait une découverte alarmante, jusque-là cachée par l'état des cadavres déchiquetés par leurs explosions internes. Il remarque qu'il manque plus de chair et d'os qu'il ne devrait, et ce qui reste porte de minuscules marques de morsure. Une année s'est écoulée avant que des incidents impliquant des explosions de SCP-5073 ne recommencent. Malgré plusieurs pertes humaines, la Fondation parvient à récupérer des échantillons intacts de la poudre de chocolat chaud anormale pour analyse sous la direction du chercheur Tarrant chargé d'étudier le SCP-5073. Les analystes de la Fondation constatent une hausse soudaine de publications similaires sur les réseaux sociaux dans les zones des récentes explosions. Toutes les publications semblent tourner autour d'observations de petites araignées brunes. Découvrez le Patreon de Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob, comme SCP-294, la machine à café.